Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Les autorités du Niger, notamment le ministère des Affaires étrangères du Niger, fait parvenir une note verbale au Comité international de Trois-Rouges, 6 à Niamey, lui demandant 3 choses. La note verbale, pourquoi? Parce que vous savez, les chefs de l'ONG CICR au Niger a le statut de diplomate. Donc, une note verbale pour signifier la position officielle du Niger. Le volet diplomatique est très bien respecté. La note verbale signifie 3 choses au Comité international de Croix-Rouge. La première des choses, c'est l'abolition de l'accord de siège du CICR au Niger. Donc, l'accord qui liait l'État du Niger et le CICR, cet accord prend fin et avec effet immédiat. Si l'accord prend fin, il y a 2 conséquences. Première conséquence, il est demandé au bureau des CICR, à tous leurs bureaux, parce qu'ils sont au niveau de Tillabéri, ils sont présents au niveau de Difa, au niveau de Awa, ils sont présents un peu partout au Niger. Donc, il leur a été signifié de fermer tous leurs bureaux avec effet immédiat aussi. Donc, deuxième conséquence, logiquement, tous les personnels expatriés, c'est-à-dire des personnels non nigériens du CICR, doivent quitter le territoire nigérien avec effet immédiat. Voici les 3 choses qui ont été signifiées au Comité international de Croix-Rouge par les autorités du Niger. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer pour qu'une ONG qui est au Niger depuis 1990, donc ça fait 35 ans, puisse être priée de quitter le Niger avec effet immédiat? Qu'est-ce qui s'est passé? CICR a été pris main dans les sacs. Officiellement, les autorités du Niger n'ont avancé aucune raison. On simplement demandé de partir, parce que trop parler souvent c'est une faiblesse. Mais en tant qu'analyste, nous avons essayé de chercher un peu des informations pour essayer de comprendre pourquoi, après une cohabitation de 35 ans, la première raison qui est d'ordre général, qui est déjà connue, c'est que les pays de l'Est sont en train de se débarrasser de tous les outils qui peuvent peut-être piétiner leur souveraineté. Comprenez ce que ça veut dire? Nous avons trouvé des raisons qui nous semblent être les plus plausibles. D'abord, la première raison. Vous vous souvenez, au mois de novembre, ces bras de fer entre le Niger et plusieurs ONG, lesquelles ONG financées par les pays de l'Union européenne. Donc l'Europe, nous savons les liens, les partenariats entre la Suisse et ces pays européens. Et parce que nous savons que CICR a son siège en Suisse. Donc d'ordre général, on connaît déjà la position des pays de l'AES par rapport à certaines ONG. Mais le Niger, qui a dénombré 4122 ONG et plus de 330 qui sont des ONG de l'étranger, d'autres pays, mais malgré la présence de plus de 300 ONG étrangères au Niger, ils disent que le Niger fait partie des 3 pays les plus pauvres au monde, voire les 5. Donc c'est aberrant. Si pendant tout ce temps, ça n'a rien apporté, partout où Areva est en train de dépouiller les populations du Niger, Croix-Rouge dit peut-être être là où les touristes font du mal à apporter de l'aide. Et s'il n'y avait personne pour nous piller, nous dépouiller, est-ce qu'on aura besoin d'une aide quelconque? Donc, la première raison qui nous semble très plausible, c'est ce bras de fer entre les autorités du Niger et plusieurs ONG autour de la gestion des fonds. Ils disent des fonds humanitaires, des fonds pour aider les Nigériens, mais des fonds qui ne sont pas octroyés aux autorités du Niger, des fonds octroyés directement aux ONG. Les autorités du Niger ont simplement demandé à faire un audit, à voir clair dans la gestion de ces fonds. Dès lors, l'Union européenne s'est fâchée, a essayé de se sauver. Mais les ONG sont restés sur place parce que des ONG qui devaient bénéficier de ces fonds figurent les CICR d'après l'information dont nous disposons. Maintenant, comment est-ce que ces fonds ont été gérés par les CICR? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un problème au niveau de gestion de ces fonds? Parce que le Niger s'est plaint en réalité de la gestion de ces fonds. Est-ce qu'il y a eu de transparence? 2 mois après, notamment le 4 février, ils ont reçu la note verbale et avec cette décision de quitter avec effet immédiat. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, souvenez-vous, au début de la présente, nous avons annoncé que les CICR étaient présents à Difa, à Tillabéri et à Tawa. Or, quand nous prenons la région de Difa, après cette gestion très suspecte, moins d'un mois juste après cela, notamment le 10 décembre 2024, l'armée du Niger a essuyé une attaque terroriste très sanglante dans la région de Tillabéri où se trouve CICR. Moi, je n'ai pas dit qu'il y a un lien. Je dis c'est ce qui s'est passé dans la même région. Le 3 février passé, soit 24 heures avant de signifier au CICR, il y a eu encore une attaque. 10 braves hommes du Niger sont tombés. Le lendemain, l'armée du Niger a riposté avec les vecteurs aériens parce qu'ils avaient disparu dans la nature quand le renfort est arrivé. Et il y a eu plusieurs touristes neutralisés. Là encore, ça ne sonne pas bien. Et c'est toujours dans la même région de Tillabéri. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les autorités du Niger ont découvert? Voici pour nous les 2 raisons plausibles qui peuvent peut-être expliquer cette décision des autorités du Niger. Il y a une raison générale que nous avons avancée. C'est la ligne géopolitique des autorités de l'AES actuelle. Mais les 2 autres raisons,
c'est la gestion de ces fonds, sans doute c'est ce qui a posé problème. Qui a bénéficié de ces fonds de l'Union européenne alloués au CICR? Qui? CICR dit que des victimes ont été aidées. Bon, les autorités du Niger, nous savons très patriotiques, aiment tellement les Nigériens, à tel point que ces autorités ne prendront pas une décision comme ça. Donc, la gestion de ces fonds. Ouais, l'Union européenne, quand vous octroyez des fonds qui s'élèvent à plusieurs dizaines de millions d'euros, mais il faut passer par les autorités du Niger. Les autorités du Niger doivent être tenues de comprendre où passe chaque centime d'euros alloué à cette occasion. Maintenant, on a dit que les ONG ont cette liberté, le dispatching de l'argent. Bon, s'ils doivent faire le dispatching, qu'est-ce qu'on fait finalement? Mais là, les autorités du Niger sont en droit aussi de vérifier qui dépense quoi, qui a dépensé quoi, et cela porte atteinte à la sécurité du Niger. Nous, je reste convaincu que c'est une des principales raisons les plus plausibles. Mais la seconde raison, la moins plausible, il y a eu des attaques dans la région de Tillabéri, où se trouve l'ONG CICR. Or, que fait cette ONG? Normalement, sa mission, c'est quoi? On dit aider des gens en matière de santé, des victimes de tant. Vous savez ce qui se passe, c'est échange de prisonniers à Gaza entre les Israéliens et puis les Palestiniens. C'est CICR qui est en train de mettre cet accord en œuvre. CICR est bel et bien partie prenante. Donc, CICR opère dans des zones de guerre. Maintenant, au Niger, parce que nous savons, l'origine même du CICR, c'est la guerre de Crimée. La guerre de Crimée, si j'ai bonne mémoire, en 1853-1856. 1853-1856, où l'Empire russe faisait face à la fois à la France, à la Grande-Bretagne, aux Ottomans, actuelle Turquie, au royaume de Sardaigne. C'était une coalition contre l'Empire russe. Et c'est à la suite de cela que le CICR a vu les jours. Bon, le CICR est né dans des conditions de crise, dans des conditions de guerre en Europe. Que fait CICR en Afrique? Au moment où nous savons que la guerre de Biafra a fait des millions de morts, et CICR a pu réellement secourir. C'est quoi le bilan? Et nous savons que c'est ce qui même a conditionné la création de ce qu'on appelle le Médecins sans frontières. Bref, l'Afrique et les ONG, c'est une longue histoire. Récemment, nous avons vu la décision des autorités américaines de fermer leur agence de développement, l'USAID. Et par la même occasion, on dit, bon, ça serait des pertes non pour des pays africains autres. J'ai dit, l'USAID, son budget minimal par an, c'est 53 milliards de dollars. On dit en 2023, ils ont dépassé plus de 63 milliards de dollars. 63 milliards de dollars, c'est un montant largement suffisant pour doter chaque pays africain d'un hôpital XXL de dernière génération. Alors, dites-vous, combien des hôpitaux ont été construits par l'USAID? Les montants, le budget alloué à l'USAID chaque année, les montants annuels par an, suffit pour faire développer totalement un pays africain. Par an, le budget annuel. On parle de plus de 55 milliards de dollars. Il faut souvent mettre 10 pays africains. Je ne parle pas de ceux qui ont des PIB comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte. Mais quand on descend des 10e au 20e, il faudrait souvent combien de pays qui puissent atteindre un tel budget. 55 milliards de dollars, c'est largement suffisant pour industrialiser, pour améliorer la production, puis transformer la production dans un pays africain. Donc, autosuffisance alimentaire, puis la transformation industrielle ici en Afrique, chaque année. Or, l'USAID existe depuis 1961, parce que c'est avec Kennedy. C'est ce qu'on appelle soft power. Vous savez, en géopolitique, vous le savez déjà, il y a hard power, il y a soft power. Et la guerre par la force, et puis la guerre psychologique. Comment essayer de retourner les esprits des gens? L'USAID finance des programmes. On vous dit mariage précoce des filles, scolarisation des filles, lutte contre l'excision. C'est-à-dire une façon d'éduquer, de rééduquer la jeunesse africaine. Comme si nous, on ne savait pas qu'est-ce qu'il faudrait faire pour nos filles. L'Afrique est l'un des rares continents au monde qui accorde la plus grande place à la femme. Les femmes africaines sont naturellement émancipées. Mais on vient faire croire aux femmes africaines qu'on doit financer des programmes pour votre émancipation. Une façon de les détourner et de les mettre dans d'autres cultures. Comme vous nous dites, c'est un tel âge que la fille doit se marier. Mais depuis nos grands-mères se mariaient là, on ne savait pas comment nous marier. Depuis nos arrière-grands-mères se sont mariées, on ne savait pas comment nous marier. On nous dit non, c'est précoce de marier un tel fait. Résultat, nous avons aujourd'hui des jeunes filles, mais qui sont des mamans. Finalement, à 30-40 ans, qui commencent à courir chercher les foyers par-ci et par-là. Mais à qui la faute? Autrefois, en Afrique, chez nous, la femme ne courait pas chercher le mariage. C'est le mariage qui courait chercher la femme. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La femme chez nous, après Dieu, c'est la femme que nous, on adorait. Parce que nous, on est convaincus d'une chose. Si vous n'avez pas la bénédiction de votre maman, vous ne pourrez pas réussir dans la vie. Ça, les Africains ont ça en tête. Ah oui, vous devez avoir d'abord la bénédiction de votre maman. Nous sommes l'un des rares continents qui croient à cela. Chez nous, on respecte, on écoute sa sœur.
Donc la femme a une place centrale chez nous en Afrique. Les foyers, la famille même est structurée autour de la femme. C'est elle qui a la main dans tout ce qu'on mange. Elle est la plus responsabilisée. Donc, s'il y a des gens qui veulent émanciper les femmes chez eux, mais ils peuvent le faire. Nous, on encourage cela. Mais l'Afrique est tellement émancipée à ce niveau. Mais nous n'avons rien compris que nous sommes en train de mettre notre émancipation millénaire de côté et nous sommes en train d'avaler tout ce qu'on nous apporte comme programme. Parce que derrière, c'est des millions de dollars. Derrière, c'est des jeunes Africains à la tête de ces programmes qui, pour la plupart des cas, sont victimes de l'impérialisme de la France-Afrique. Parce qu'on a tellement appauvri nos pays que n'importe quel projet qui pointe son nez, une ONG qui arrive, mais on court avec nos dossiers. Mais les programmes que nous mettons en œuvre, est-ce réellement des programmes au bénéfice des Africains? Résultat, pendant toutes les années, souvent ils disent quoi, financer le développement de la démocratie. Bon, je dis c'est en Afrique seulement qu'on attend qu'il faudrait développer la démocratie. Nous savons qu'il y a des pays où il fait vraiment bon à vivre. Si, je l'ai dit, je le répète, si la démocratie pouvait développer un pays, le Sénégal allait être plus développé, mieux développé que la Chine. Pourquoi ce n'est pas le cas? On enseigne aux Congolais la démocratie, mais les dictateurs Kagame sont en train de marcher sur eux. Et s'il ne faudrait pas qu'on revoie quelque chose. Ils nous enseignent la démocratie, mais les autorités françaises, les médias français traitent les autorités de l'AS des gens, mais traitent les terroristes Djoulani aujourd'hui à la tête de la Syrie des présidents par intérim de la Syrie. Est-ce qu'il n'y a pas de problème quelque part? Bref, l'USAID ferme ses portes. Donald Trump enlève aux États-Unis un outil important de leur soft power, leur guerre psychologique. Tant mieux pour nous autres Africains. Il faudrait s'en libérer. Nous-mêmes, nos États doivent tout faire, avoir suffisamment de moyens pour financer des projets à l'avantage de nos pays. Octroyer des subventions aux ONG pour sensibiliser sur dorénavant les lignes directrices de nos pays. C'est de cela qu'il est question. Le peuple d'Afrique aide des temps, ça fait plusieurs années, 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans, que leurs ONG sont ici. Les ONG là nous ont développé rien. Ils nous enseignent la démocratie, mais ils courent tous aller en Arabie Saoudite. Ils courent tous derrière le Qatar, qui a même acheté un club, un prestigieux club de la France. Mais nous autres Africains, nous devons nous poser, est-ce que le problème c'est la démocratie ou bien il s'agit d'un problème d'intérêt? Si on veut se comporter en gros enfants, on fait quoi? Peuple d'Afrique, nous vous remercions et à très bientôt.